Salut et bienvenue de nouveau sur Buddy Saga. Aujourd'hui, un homme perd tout, sa femme, ses enfants, son argent, mais ce qu'il trouve à la fin vaut plus que tout cela. Eh bien, c'est parti. Le cri venait de l'intérieur du congélateur. Je me tenais dans mon propre garage, le garage qui n'était plus le mien, à 21h47 un jeudi soir d'octobre. Le divorce avait été prononcé il y a 3 semaines. Elodie a gardé la maison. J'ai eu un studio et ma fille un week-end sur 2. Viens chercher tes affaires avant vendredi, m'avait écrit Elodie ce matin-là, je jette tout ce qu'il reste. Alors, je suis venu jeudi soir. Je ne lui ai rien dit. Je ne pensais pas en avoir besoin. Mes affaires étaient dans le garage, dans des cartons, à m'attendre. Je les prendrai et je partirai. Simple. La porte du garage était ouverte quand je suis arrivé. La lumière se déversait sur l'allée. La voiture d'Elodie n'était pas là, mais la Citroën de sa mère était garée dans la rue. Monique, mon ex-belle-mère, la femme qui avait souri à notre mariage et passé les 14 années suivantes à s'assurer que je sache que je n'étais pas assez bien pour sa fille. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Monique gardait souvent Iris quand Elodie travaillait tard. J'allais prendre mes cartons, peut-être faire un signe de la main et partir. C'est alors que je l'ai entendu, un cri étouffé, aigu, terrifié, venant du congélateur coffre contre le mur du fond. Pendant un instant, je n'ai pas pu assimiler ce que j'entendais. Le congélateur était vieux, une unité blanche et massive que nous avions achetée dans un vide-grenier il y a des années. On y gardait de la viande congelée, des articles en gros du supermarché, le surplus de notre réfrigérateur habituel. Un autre cri, des coups venant de l'intérieur. Papa, papa, au secours. Iris. Ma fille de 7 ans était à l'intérieur du congélateur. J'ai traversé le garage en 3 pas, j'ai saisi la poignée. C'était fermé, mais pas verrouillé à clé. Juste un simple loquet qu'un enfant ne pouvait pas atteindre de l'intérieur. Je l'ai ouvert brusquement. Le froid m'a frappé en premier. Une vague d'air glacé, épaisse de givre. Puis je l'ai vue. Iris était recroquevillée en position fétale, coincée entre des sacs de légumes surgelés et un paquet familial de blanc de poulet. Ses lèvres étaient bleues. Sa peau était pâle, presque grise. Elle tremblait si violemment que ses dents claquaient, faisant un bruit comme des castagnettes. Papa l'a attrapée, l'a sortie de là. Elle ne pesait rien. 19 kilos d'enfant gelée et tremblante. Son pyjama était fin, en coton, complètement inadapté pour l'intérieur à moins 18 degrés de ce congélateur. Je te tiens. Je te tiens, ma chérie. Papa est là. Je l'ai serré contre ma poitrine, essayant de lui transférer ma chaleur corporelle, essayant de comprendre ce que je voyais. Depuis combien de temps es-tu là-dedans, Iris? Depuis combien de temps? Je ne sais pas. Mamie m'a mise dedans. J'ai été vilaine. Mamie t'a mise dans le congélateur? Elle le fait quand je suis vilaine. J'ai renversé mon jus de fruits. Je ne l'ai pas fait exprès, papa. Je ne l'ai pas fait exprès. Je tremblais maintenant, moi aussi. Pas de froid, mais de rage. Monique avait mis ma fille dans un congélateur en guise de punition. Pour avoir renversé du jus. Où est mamie maintenant? À l'intérieur, elle regarde la télé. Elle a dit que je devais rester jusqu'à ce que j'apprenne ma leçon. J'ai porté Iris vers ma voiture. Il fallait la réchauffer. Il fallait appeler le 112. Il fallait. Papa. Attends. Iris regardait vers le garage. C'est quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Un deuxième congélateur, plus petit que le premier, contre le mur opposé, à moitié caché derrière une pile de cartons de déménagement. Il était débranché et verrouillé. Un gros cadenas industriel bloquait le loquet. Le genre qu'on utilise pour sécuriser un box de stockage. Papa, n'ouvre pas celui-là. Je me suis arrêté. Quoi? Ne l'ouvre pas, s'il te plaît. Iris, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle a enfoui son visage dans mon épaule. Sa voix est tombée à un murmure. Mamie dit que c'est là que vont les méchants. Ceux qui ne reviennent pas. Les méchants qui ne reviennent pas. J'ai regardé ce cadenas, le givre qui s'insinuait sur les bords du couvercle.
Même si le congélateur n'était pas branché, j'ai soudain remarqué une odeur chimique faible. Anormale. Iris, je dois te mettre dans la voiture. J'ai besoin que tu restes là et que tu gardes le chauffage allumé. Tu peux faire ça pour moi? Ne me laisse pas, papa. Je serai juste dehors. Je te le promets. J'ai juste besoin de vérifier quelque chose. Je l'ai porté jusqu'à ma voiture. J'ai démarré le moteur, mis le chauffage au maximum, je l'ai enveloppé dans la couverture de survie que je gardais sur la banquette arrière. Verrouille les portes, ma puce. Ne les ouvre pour personne sauf moi ou un policier. Compris? Elle a hoché la tête, les dents claquant toujours. J'ai appelé les secours en retournant vers le garage. 112, quelle est votre urgence? J'ai besoin de la police et d'une ambulance au 84 rue du Ruisseau. Ma fille a été enfermée dans un congélateur par sa grand-mère. Elle est en hypothermie. Et il y a autre chose. Un autre congélateur verrouillé. Je pense qu'il pourrait y avoir quelqu'un à l'intérieur. Monsieur, avez-vous dit que quelqu'un est enfermé dans un congélateur? Je ne sais pas. Peut-être. Il y a un cadenas dessus. Ma fille a dit. Elle a dit que c'est là que vont les méchants. Ceux qui ne reviennent pas. Silence au bout du fil. Monsieur, n'ouvrez pas ce congélateur. La police et les secours sont en route. Ne touchez à rien. Je dois savoir. Monsieur. J'ai raccroché. Le cadenas était de qualité industrielle, lourd. Je ne pourrais pas le briser à main nue, mais il y avait un pied de biche dans l'un de mes cartons. Je l'avais utilisé lors de notre dernier déménagement pour arracher la moquette de l'ancienne maison. Je l'ai trouvé dans le 3e carton que j'ai ouvert. 45 cm d'acier massif. Le cadenas n'avait aucune chance. Un coup. 2, le loquet s'est tordu. 3, il a cédé. Je suis resté là un moment, pied de biche à la main, le cœur battant à tout rompre. Les méchants qui ne reviennent pas. J'ai soulevé le couvercle. L'odeur m'a frappé en premier. Pas de la pourriture. Quelque chose avait empêché cela, un conservateur chimique comme du formol mélangé à autre chose. Quelque chose d'organique et de mauvais. Puis j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Un corps, de la taille d'un enfant, enveloppé dans une bâche en plastique, le genre que les peintres utilisent pour couvrir les meubles. À travers le plastique trouble, je pouvais voir un visage. Un visage de garçon. Les yeux fermés, la peau cireuse, parfaitement conservée, comme quelque chose dans une exposition de musée. Il était là depuis très, très longtemps. La police est arrivée en 7 minutes. J'étais assis sur le sol du garage quand ils m'ont trouvé. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas m'arrêter de fixer ce congélateur, ce qu'il y avait à l'intérieur. Ma fille criait dans la voiture, frappant aux fenêtres, m'appelant. Un ambulancier essayait de lui faire ouvrir la porte. Monsieur, j'ai besoin que vous sortiez. Un policier en uniforme, jeune, la vingtaine, avec le regard de quelqu'un qui venait de voir quelque chose qu'il n'oubliait jamais. J'ai pointé le congélateur du doigt. Il y a un corps, un enfant dans le congélateur. Nous savons, monsieur. Nous avons appelé les inspecteurs. J'ai besoin que vous veniez avec moi. Je l'ai laissé me conduire hors du garage. L'air de la nuit semblait faux, trop chaud, trop normal. Des lumières rouges et bleues peignaient les maisons de la rue du Ruisseau. Les voisins sortaient, confus, alarmés. Les ambulanciers avaient sorti Iris de la voiture. Elle était enveloppée dans des couvertures thermiques, un masque à oxygène sur le visage. Quand elle m'a vu, elle a tendu la main. Papa. Je suis allé vers elle, j'ai tenu sa main pendant qu'il la chargeait dans l'ambulance. Je viens avec elle. Monsieur, nous devons vous poser quelques questions. Je vais avec ma fille. Vous pourrez poser vos questions à l'hôpital. L'officier avait l'air de vouloir discuter. Puis il a regardé Iris, 7 ans, les lèvres encore bleues, tremblant sous une pile de couverture, et s'est écarté. Je suis monté dans l'ambulance. Les portes se sont fermées et alors que nous démarrions, j'ai vu Monique Vasseur debout dans l'embrasure de la porte d'entrée de la maison, en train de regarder. Son visage ne montrait rien. Pas de choc,
Pas de culpabilité, pas de peur, juste rien. Comme un masque avec personne derrière. La température corporelle centrale d'Iris était de 32,9 degrés lorsque nous avons atteint l'hôpital. La normale est de 37. En dessous de 35, c'est l'hypothermie. En dessous de 32, c'est une hypothermie sévère, potentiellement mortelle. Ma fille avait été à quelques minutes de mourir. Les médecins l'ont réchauffée lentement. Trop vite pourrait causer un arrêt cardiaque, m'ont-ils expliqué. Couverture chauffante, fluide 4 chaud, surveillance attentive. Il a fallu 4 heures avant que sa température ne se stabilise. Je suis resté assis à côté de son lit tout le temps. Monsieur Caron. Un inspecteur est apparu dans l'embrasure de la porte. La cinquantaine, cheveux gris, des yeux fatigués qui en avaient trop vu. Inspecteur Roland Viguier, je sais que c'est un moment difficile, mais je dois vous poser quelques questions. Est-ce que ma fille va s'en sortir? Les médecins disent qu'elle se rétablira complètement. Elle a de la chance que vous l'ayez trouvée quand vous l'avez fait. De la chance? J'avais presque attendu jusqu'à vendredi. J'avais presque laissé Élodie jeter mes affaires plutôt que de gérer la gêne de la voir. Si j'avais attendu un jour de plus, ma fille serait morte. Le congélateur, dis-je. Le deuxième. Qui avait-il dedans? L'inspecteur Viguier a tiré une chaise, s'est assis lourdement. Nous traitons encore la scène, mais je peux vous dire que nous avons trouvé des restes humains. Un enfant de sexe masculin d'environ 8 à 10 ans. D'après l'examen préliminaire, le corps est là depuis très longtemps. Des décennies, peut-être. Des décennies. Nous en saurons plus après l'autopsie. Mais monsieur Caron, je dois vous demander. Aviez-vous connaissance de ce congélateur ou de son contenu? Non. Mon Dieu, non. Nous avons acheté la maison en 2018. Élodie l'a eu dans le divorce. Ce congélateur n'était pas là quand j'ai déménagé il y a 6 mois. Quand avez-vous déménagé? Mars. Le 15 mars. Et vous n'êtes pas revenu depuis. Je récupérais Iris pour les visites, mais je ne suis jamais entré. Élodie ne me laissait pas. Elle amenait Iris à la voiture. Avez-vous déjà rencontré le fils de Madame Vasseur? J'ai cligné des yeux. Quoi? Monique Vasseur a eu 2 enfants. Votre ex-femme Élodie et un frère aîné nommé Timothée. Timothée Vasseur. Non. Élodie m'a dit que son frère était mort quand elle était jeune. Une sorte d'accident. Elle n'a jamais voulu en parler. L'inspecteur Viguier est resté silencieux un moment. Timothée Vasseur a été signalé disparu en août 1992. Il avait 9 ans. La famille a affirmé qu'il avait fugué. Son corps n'a jamais été retrouvé. La pièce a tangué. Vous pensez que le corps dans le congélateur? Nous aurons besoin des dossiers dentaires pour confirmer, mais l'évaluation préliminaire suggère que les restes correspondent à un enfant décédé il y a environ 32 ans. 32 ans. Monique avait gardé le corps de son fils dans un congélateur pendant 32 ans. Et puis elle avait mis ma fille dans un congélateur, aussi. Où est-elle? Ma voix est sortie comme un grognement. Où est Monique? En garde à vue. Elle ne parle pas. Elle a demandé un avocat immédiatement. Et Élodie, mon ex-femme. Nous essayons de la localiser. Son téléphone tombe sur la messagerie. Savez-vous où elle pourrait être? Elle était censée être au travail. Elle travaille tard parfois dans une agence de marketing au centre-ville. Nous avons contacté son employeur. Elle a quitté le bureau à 17 heures. Personne ne l'a vue depuis. Élodie avait disparu. Monique était en garde à vue et il y avait un corps vieux de 32 ans dans mon garage. Mon ancien garage, le garage où ma fille avait été enfermée dans un congélateur pour mourir. Je dois passer un coup de fil, dis-je. L'inspecteur Viguier a hoché la tête. Nous parlerons plus demain. Reposez-vous, monsieur Caron. Votre fille a besoin de vous. Il est parti. J'ai regardé Iris, dormant maintenant, la couleur revenant lentement sur ses joues, et j'ai commencé à passer des appels. Je m'appelle Michel Caron. Je dois vous dire comment j'ai fini dans ce garage. Cette nuit-là, à ce moment-là, je dois vous parler d'Élodie et de Monique et des 14 années que j'ai passées mariée à une femme dont la famille détenait des secrets plus sombres que je n'aurais pu l'imaginer.
Je suis né en 1982 à Clermont-Ferrand. Famille ouvrière, éducation simple. Mon père travaillait dans un centre de distribution. Ma mère était réceptionniste dans un cabinet dentaire. Rien de spécial, mais stable, aimant. J'ai rencontré Élodie Vasseur en 2008 à l'anniversaire d'un ami. J'avais 26 ans, je travaillais comme chef d'équipe en entrepôt, gagnant correctement ma vie pour un gars sans diplôme universitaire. Elle avait 23 ans, commençait juste sa carrière dans le marketing, belle d'une manière qui me rendait nerveux à l'idée de lui parler. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous sommes mariés en 2010. J'avais 28 ans, elle en avait 25. Sa famille était petite, juste Élodie et sa mère, Monique. Son père était parti quand Élodie avait 12 ans, parti dans le sud, mort d'une crise cardiaque en 2005, et son frère Timothée avait fugué quand elle avait 7 ans. On ne parle pas de Tim, m'a dit Élodie au début de notre relation. Ça a détruit ma mère. Elle ne s'en est jamais remise. J'ai compris, ou je le pensais. Les familles ont des tragédies. On ne remue pas le couteau dans les vieilles plaies. Alors, je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas insisté. J'ai laissé cette partie de son histoire rester fermée. Monique était étrange dès le début, froide, contrôlante. Elle a souri à notre mariage, mais ses yeux ne se sont jamais réchauffés. Elle venait souvent après la naissance d'Iris en 2017. Toujours avec des critiques, toujours avec des suggestions sur la façon dont nous faisions mal les choses. Vous êtes trop mou avec elle, disait-elle à Élodie. Les enfants ont besoin de discipline, de structure, de conséquences. Des conséquences? Je pensais qu'elle voulait dire aller au coin. Peut-être pas de dessert après le dîner. Je ne savais pas qu'elle voulait dire des congélateurs. Le mariage a commencé à s'effondrer en 2023. Pas de façon dramatique. Nous n'avions pas de dispute hurlante ni d'assiettes jetées. Nous nous sommes juste éloignés. Élodie est devenue distante, préoccupée, passant plus de temps au travail, plus de temps avec sa mère. J'ai essayé de lui parler. Elle a dit que je m'imaginais des choses. J'ai suggéré une thérapie de couple. Elle a dit que nous n'en avions pas besoin. En mars 2024, nous dormions dans des chambres séparées. En avril, elle a demandé le divorce. Je ne me suis pas battu. Peut-être que j'aurais dû, mais j'étais fatigué. Fatigué d'essayer de me connecter avec quelqu'un qui continuait de s'éloigner. Le divorce a été prononcé en septembre 2024. Élodie a eu la maison, la garde principale d'Iris, et une pension alimentaire qui étirait mon budget jusqu'à la rupture. J'ai eu ma fille un week-end sur 2 et un box de stockage plein de souvenirs. Viens chercher tes affaires avant vendredi. Ce SMS est arrivé le 17 octobre 2024. J'y suis allé jeudi et j'ai trouvé ma fille mourante dans un congélateur. Élodie s'est présentée à l'hôpital à 3 heures du matin. Je somnolais sur la chaise à côté du lit d'Iris quand la porte s'est ouverte et qu'elle est entrée. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Iris! Elle s'est précipitée vers le lit, les larmes coulant sur son visage. L'image de l'inquiétude maternelle. Je n'ai ressenti que de la rage. Où étais-tu? J'étais avec une amie. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Je viens juste d'entendre ce qui s'est passé. Michel, quoi? Ta mère a mis notre fille dans un congélateur. Tu étais au courant de ça? Quoi? Non, bien sûr que non. Elle a dit, mamie me met là-dedans quand je suis vilaine. Comme si c'était la routine. Comme si ça arrivait tout le temps. Le visage d'Élodie s'est effondré. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Tu as laissé notre fille avec cette femme, seule, pendant que tu sortais avec des amis. Maman la garde tout le temps. Elle a toujours été. Elle a toujours été quoi, Élodie? Cruelle, contrôlante, abusive. Elle est stricte. C'est différent. Elle a enfermé une enfant de 7 ans dans un congélateur pour avoir renversé du jus. Ce n'est pas strict. C'est de la torture. Élodie sanglotait maintenant. Je m'en fichais. Il y a autre chose. La police t'a dit? Me dire quoi? Ils ont trouvé un corps dans un autre congélateur dans le garage. Élodie s'est figée. Les sanglots se sont arrêtés. Quoi? Le corps d'un enfant, conservé.
Il pense que ça pourrait être Timothée. Son visage a fait quelque chose d'étrange alors. Il s'est effondré vers l'intérieur comme un bâtiment qui implose. Ce n'est pas possible. La police pense que si. Ils font des tests maintenant. Tim a fugué. Il s'est enfui quand j'avais 7 ans. Et maman a dit. Qu'est-ce que ta mère t'a dit exactement qu'il était arrivé à ton frère? La bouche d'Élodie s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Elle a dit qu'il était méchant. Que les enfants méchants s'en vont et ne reviennent pas. Que si je n'étais pas sage, je partirais aussi. Les méchants qui ne reviennent pas. Les mêmes mots qu'Iris avait utilisés. Élodie, est-ce que ta mère t'a déjà puni en te mettant dans un espace confiné, un placard, une boîte, n'importe quoi de ce genre? Silence. Élodie. La cave, murmura-t-elle. Quand j'étais petite, si j'étais vilaine, elle me mettait dans la cave, dans le noir, parfois pendant des heures. Est-ce qu'elle t'a déjà mise dans un congélateur? Non, on n'avait pas de congélateur coffre quand j'étais jeune. Juste un frigo normal. J'ai fixé mon ex-femme. Cette femme avec qui j'avais été marié pendant 14 ans. Cette femme avec qui j'avais construit une vie, eu un enfant. Je ne l'avais jamais connue du tout. La police va vouloir te parler. Je sais. Tu dois tout leur dire sur la cave. Sur la façon dont ta mère te disciplinait. Tout. Je ne peux pas. Notre fille a failli mourir ce soir, Élodie. Et il y a un enfant mort dans ton garage qui pourrait être ton frère. Tu ne peux plus protéger ta mère. Élodie a regardé Iris, notre fille dormant paisiblement maintenant, la couleur revenue sur ses joues. Quelque chose a changé dans son expression. D'accord, dit-elle doucement. Je leur dirai tout. Le corps dans le congélateur était bien celui de Timothée Vasseur. Les dossiers dentaires l'ont confirmé 3 jours plus tard. Le garçon de 9 ans qui avait fugué en août 1992 était mort tout ce temps. Cause du décès, traumatisme contondant à la tête. Le médecin légiste a estimé qu'il avait été tué quelques heures après sa disparition signalée. Monique l'avait signalé disparu, avait joué la mère et pleuré, accepté la sympathie et les plats préparés des voisins, et tout ce temps, le corps de son fils était dans un congélateur dans son sous-sol. Quand elle a vendu son ancienne maison en 2019, elle a fait transporter le congélateur dans le garage d'Élodie, prétendant qu'il contenait un héritage familial dont elle ne pouvait se séparer. Élodie a juré qu'elle n'avait jamais regardé à l'intérieur, jamais demandé pourquoi sa mère avait besoin de garder un congélateur débranché et cadenassé dans le garage de sa fille. Peut-être qu'elle disait la vérité. Peut-être qu'elle avait passé tant d'années à ne pas poser de questions que l'habitude était indestructible. De toute façon, ça n'avait pas d'importance. Ma fille avait failli mourir. Sa grand-mère avait essayé de la tuer de la même manière qu'elle avait tué son propre fils 32 ans plus tôt. Monique Vasseur a été inculpée de meurtre au premier degré pour la mort de Timothée Vasseur, tentative de meurtre dans le cas d'Iris Caron, maltraitance d'enfants, séquestration et entrave à la justice pour les décennies de mensonges sur la disparition de son fils. Elle n'a jamais avoué, n'a jamais expliqué, n'a jamais montré un moment de remords. Son psychiatre nommé par le tribunal lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale sévère, un manque total d'empathie, une incapacité à voir les autres personnes, même ses propres enfants, comme pleinement humains. Dans son esprit, les enfants sont des objets à contrôler, a témoigné le psychiatre lors de son audience d'aptitude. Quand ils ne répondent pas à ces normes, ils deviennent défectueux, jetables. Le congélateur était sa façon de gérer les objets défectueux. Des objets défectueux. C'est ce que ma fille était pour sa grand-mère. Un objet défectueux qui devait être jeté parce qu'elle avait renversé du jus. Le procès a duré 2 semaines. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle avait 63 ans. Elle mourait derrière les barreaux. Ce n'était pas assez. Rien ne serait jamais assez. Mais c'était quelque chose. Élodie a perdu la garde. Pas parce qu'elle était directement impliquée. L'enquête n'a trouvé aucune preuve qu'elle connaissait les abus ou le corps, mais elle avait laissé Iris aux soins de Monique à plusieurs reprises malgré des signes avant-coureurs qu'elle aurait dû reconnaître. Iris faisait des cauchemars depuis des mois, faisait pipi au lit, devenait anxieuse et repliée sur elle-même chaque fois que grand-mère venait en visite.
Élodie avait rejeté cela comme un comportement normal de l'enfance. Le juge aux affaires familiales n'était pas d'accord. La mère a failli à son devoir fondamental de protéger son enfant, a déclaré le juge lors de l'audience de garde. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de complicité directe dans les abus, son aveuglement volontaire face aux signes avant-coureurs constitue une négligence. La garde complète m'a été accordée. Élodie a obtenu un droit de visite surveillé de 2 heures par semaine dans un établissement contrôlé avec un travailleur social présent. Elle a pleuré quand le verdict a été lu. Je n'ai rien ressenti. Nous avons déménagé à Orléans, une petite maison dans une rue calme, 2 chambres, une salle de bain, un jardin avec une balançoire que j'ai construite moi-même pendant un long week-end. Pas de garage. Je ne pouvais plus regarder les garages. Iris a commencé une thérapie 3 jours après sa sortie de l'hôpital. Une pédopsychiatre nommée Dr Amara Okonko, spécialisée dans les traumatismes. Elle se rencontrait 2 fois par semaine au début, puis chaque semaine à mesure qu'Iris se stabilisait. Les cauchemars étaient mauvais au début. Elle se réveillait en hurlant, convaincue qu'elle était de retour dans le congélateur, convaincue qu'elle allait mourir. Je la tenais jusqu'à ce qu'elle se calme, lui rappelais qu'elle était en sécurité, que grand-mère était en prison, que je ne laisserais plus jamais personne lui faire du mal. Promis, papa. Promis, ma chérie. Les cauchemars se sont estompés avec le temps. Pas complètement. Ils reviennent encore parfois, surtout quand elle est stressée, mais ils sont moins fréquents maintenant, moins intenses. Le docteur Okonko dit qu'elle est résiliente. Que les enfants ont une capacité incroyable à guérir quand ils se sentent en sécurité et aimés. J'essaie de lui faire ressentir les deux. L'enquête sur la mort de Timothée a révélé plus que quiconque ne s'y attendait. Monique maltraitait ses enfants depuis des années avant la mort de Timothée. Des voisins de l'ancien quartier se sont manifestés avec des souvenirs qu'ils avaient enterrés depuis des décennies. Des cris venant de la maison, des enfants avec des bleus inexpliqués, un petit garçon qui tressaillait quand les adultes levaient la main. Nous aurions dû dire quelque chose, a déclaré un voisin à la police. Mais à l'époque, les gens ne se mêlaient pas des affaires de famille. On se disait que ce n'était pas si grave, que les enfants exagèrent. Timothée n'exagérait pas. Il avait été battu régulièrement, enfermé dans des placards pendant des heures, privé de nourriture comme punition. Le jour de sa mort, selon les preuves rassemblées à partir des propres journaux de Monique trouvés lors d'une perquisition de son appartement, il avait cassé une assiette en faisant des corvées. Elle l'avait frappé avec une poêle en fonte. Il est mort sur le coup. Elle l'a mis dans le congélateur parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Parce que dans son esprit tordu, c'était là qu'allaient les enfants méchants. Et puis elle l'a signalé disparu et a passé 32 ans à prétendre être une mère éplorée. Les journaux étaient horribles à lire. Je n'ai vu que des extraits pendant le procès. Des descriptions cliniques froides d'une discipline qui rendrait n'importe qui malade. Mais la partie la plus effrayante était ce qu'elle écrivait sur Élodie. Apprend. Elle comprend maintenant que le mauvais comportement a des conséquences. Elle ne fera pas les mêmes erreurs que son frère. Elle sera une gentille fille. Elle n'a pas le choix. Élodie avait passé toute son enfance dans la terreur de devenir le prochain corps dans le congélateur. Pas étonnant qu'elle n'ait jamais posé de questions. Pas étonnant qu'elle ait passé toute sa vie à essayer d'être parfaite, d'être sage, d'éviter à tout prix le mécontentement de sa mère. Ça n'excusait pas ce qui était arrivé à Iris, mais ça expliquait pourquoi Élodie avait été si aveugle. 2 ans ont passé. Iris a 9 ans maintenant, en CM1, obsédée par les dinosaures, les romans jeunesse et une chaîne YouTube sur les bébés animaux. Elle voit toujours le docteur Okonko une fois par mois. A encore des cauchemars occasionnels. Devient toujours anxieuse dans les espaces clos. Mais elle va bien, mieux que je n'osais l'espérer en ses premiers jours. Elle a eu les félicitations au dernier trimestre. A une meilleure amie nommée Chloé qui vient dormir à la maison. Elle rit facilement, aime intensément, illumine chaque pièce où elle entre. Ma fille n'est pas brisée. Elle guérit. J'ai 44 ans maintenant. Je travaille toujours à l'entrepôt. J'ai été promu directeur des opérations l'année dernière. Plus de responsabilités, un meilleur salaire, assez pour payer notre petite maison, la thérapie d'Iris et des vacances à Disneyland l'été prochain. Je n'ai pas eu de rendez-vous amoureux depuis le divorce. Je n'en ai pas eu envie. Mon monde entier est Iris en ce moment et c'est suffisant. Peut-être qu'un jour je serai prêt pour quelque chose de plus.
Peut-être pas. De toute façon, c'est mon choix. Elodie voit Iris 2 fois par mois maintenant. Les restrictions de visite surveillée ont été assouplies après 1 an. Elle suit une thérapie intensive pour surmonter des décennies de traumatisme et la réalisation que sa mère était un monstre. Je ne la déteste plus. Je l'ai fait pendant un moment. Je l'ai détestée pour ne pas avoir vu les signes, pour avoir laissé notre fille avec une femme capable d'une telle cruauté, pour l'aveuglement volontaire qui a failli coûter la vie à Iris. Mais en la regardant lors de ses visites, en voyant l'amour désespéré dans ses yeux, la culpabilité qu'elle porte chaque jour, j'ai réalisé quelque chose. Elodie était une victime, aussi. Pas de la même manière qu'Iris, pas de la même manière que Timothée, mais elle a grandi dans cette maison, a vécu avec cette femme, a passé son enfance terrifiée à l'idée de devenir le prochain corps dans le congélateur. Le fait qu'elle ait survécu à tout cela est remarquable. Le fait qu'elle soit devenue quelqu'un capable d'aimer notre fille, même imparfaitement, est proche du miracle. Je ne lui ferai plus jamais entièrement confiance. L'arrangement de garde ne changera pas, mais j'ai arrêté de la haïr. La haine prend trop d'énergie. Je préfère dépenser cette énergie pour Iris. Il y a une dernière chose que je dois vous dire. Le mois dernier, Iris et moi avons visité la tombe de Timothée. La police a rendu ses restes après le procès. Il y a eu de petites funérailles, juste quelques personnes qui se souvenaient du petit garçon qui avait fugué il y a 32 ans. Je n'étais pas sûr que d'emmener Iris était la bonne chose à faire. Elle n'a jamais connu Timothée. Il n'était qu'un nom, une tragédie, un morceau d'histoire familiale qui avait failli devenir son destin. Mais elle a demandé à y aller. Il a été seul pendant longtemps, papa, dans ce congélateur. Tout seul. Je veux lui dire qu'il n'est plus seul. Alors nous y sommes allés. Le cimetière était calme, tôt le matin, juste nous et le gardien ratissant les feuilles au loin. La pierre tombale de Timothée était simple, juste son nom, ses dates, et les mots « enfin en paix ». Iris s'est agenouillée et a placé un petit bouquet de fleurs contre la pierre. « Salut, Timothée, je suis Iris. Je suis ta nièce. Je sais qu'on ne s'est jamais rencontrés, mais je voulais te dire que je suis désolé pour ce que mamie a fait. Pour tout le temps où tu es resté coincé dans cet endroit froid. » Elle est restée silencieuse un moment. J'étais dans un endroit froid, aussi, mais mon papa m'a trouvé. J'aimerais que quelqu'un t'ait trouvé. J'ai posé ma main sur son épaule. Elle s'est appuyée contre moi. Je vais aller bien, Timothée. Et tu n'es plus tout seul. Je viendrai te rendre visite. Je te le promets. Elle s'est levée, a pris ma main. On peut aller manger des crêpes, papa. Bien sûr, ma chérie. Tout ce que tu veux. Nous sommes retournés à la voiture, laissant Timothée sous le soleil du matin, enfin libéré des ténèbres qu'il avait cachées pendant si longtemps. Si vous regardez ceci, je veux que vous compreniez quelque chose. Les monstres sont réels. Ils ne ressemblent pas à des monstres. Ils ressemblent à des grands-mères, à des voisins, à des gens qui sourient, vous serrent la main et apportent des plats quand quelqu'un meurt. Ils se cachent à la vue de tous derrière des masques de normalité et ils blessent les gens, surtout les enfants, d'une manière qui laisse des cicatrices que personne ne peut voir. Faites attention aux enfants dans votre vie. Quand ils tressaillent lors de mouvements brusques. Quand ils font des cauchemars qu'ils ne peuvent pas expliquer. Quand ils deviennent anxieux en présence de certains adultes, écoutez-les, croyez-les, protégez-les. J'ai failli perdre ma fille parce que personne ne faisait attention, parce qu'Elodie était trop traumatisée pour voir ce qui se passait, parce que j'étais trop distrait par le divorce pour remarquer les signes. Iris s'est sauvée elle-même en criant assez fort pour que je l'entende. Tous les enfants n'ont pas cette chance. Soyez la personne qui écoute. Soyez la personne qui agit. Soyez la personne qui ouvre le congélateur et les sort de là. Iris est dans le jardin en ce moment. Je peux la voir par la fenêtre de la cuisine se balancer sur la balançoire, riant de quelque chose qu'elle seule peut entendre. 9 ans. Queue de cheval en désordre, t-shirt de dinosaure, taches d'herbe sur les genoux. Ma fille, vivante, en guérison, libre. Il y a 2 ans, je l'ai trouvée mourante dans un congélateur. Aujourd'hui, elle se dispute avec moi pour savoir si on peut avoir un chiot. La vie continue. C'est ce que j'ai appris. Même après les pires choses imaginables, la vie continue. Il suffit de continuer à être présent.
De continuer à tenir bon. De continuer à être là quand ils ont besoin de vous. J'ai trouvé ma fille par accident. Une visite du jeudi soir que j'ai failli reporter. Une porte de garage qui se trouvait être ouverte. Un cri que j'ai eu la chance d'entendre. Parfois, le destin vous donne une chance de sauver quelqu'un. La question est de savoir si vous la saisissez. Je l'ai saisie et je la saisirai encore à chaque fois.